Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Public Sénat, François et TV5 Monde pour suivre la 13e cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a lieu comme chaque année dans les jardins du Luxembourg. Et à mes côtés pour cette édition spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Sigaud-Zabulon. Bonjour Karine. Bonjour Oriane Mancini, bonjour à tous. 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une édition spéciale à suivre sur le fil Twitter de Public Sénat, mais également de la première avec un hashtag 10 mai. Et pour nous accompagner tout au long de cette édition spéciale, 4 invités sur ce plateau. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous présentez également des émissions d'histoire sur François et sur Public Sénat. Merci d'être avec nous. Merci. Audrey Célestine, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille. Merci d'être là. Et vous avez été longtemps un membre du comité pour la mémoire de l'esclavage aussi, je le précise. François Durper, bonjour. Vous êtes historien. Vous avez également été longtemps membre de ce comité national pour la mémoire de l'esclavage. Et enfin, Anne Anglès, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Léon Blum à Créteil et vous êtes, vous, actuel membre du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord direction les jardins du Luxembourg où nous retrouvons William Cromwell. Alors cette 13e journée sera la première sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais le président de la République ne sera pas présent ce matin et c'est son Premier ministre qui le remplacera. Oui, Karine, c'est en effet Édouard Philippe qui sera présent puisque Emmanuel Macron est en ce moment à Aix-la-Chapelle en Allemagne pour recevoir le prix de la construction européenne, le prix international Charlemagne. Ce n'est pas la première fois qu'un président se fait représenter par son Premier ministre. En 2016, François Hollande était représenté par Manuel Valls puisque lui-même était en Guadeloupe pour l'inauguration du Memorial Act. Toutefois, le président a tenu à participer aux commémoration de l'abolition en célébrant le 170e anniversaire de l'abolition du décret Schœlcher qui proclamait l'abolition de l'esclavage. C'était au Panthéon le 27 avril dernier. La matinée va se dérouler assez simplement. Le Premier ministre va arriver incessamment sous peu. Il visitera l'exposition qui est derrière moi, En finir avec les traites, en finir avec l'esclavage. Il se rendra sous la tente un peu plus loin où il prononcera un discours qui serait axé sur l'enseignement de l'esclavage. D'ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, seront avec lui. Après ce discours, on remettra le prix des flammes de l'égalité à plusieurs écoles et établissements scolaires de toute la France, puisque certains viennent de Bordeaux, d'autres de l'Alsace, certains même encore de Haute-Saône. Merci beaucoup William Cromwell. Merci William, on vous retrouve tout au long de cette édition spéciale avec de nombreux invités à vos côtés dans les jardins du Luxembourg. Audrey Célestine, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron n'est pas présent ce matin dans les jardins du Luxembourg alors que c'est la première cérémonie de son quinquennat. Est-ce que c'est symboliquement dommageable ? Alors on peut le voir de plusieurs manières. Je pense que d'une part on peut effectivement déplorer qu'il ne soit pas là le 10 mai parce qu'une grande partie de l'activité précisément du CNMHE ces dernières années était d'installer une date, de faire que cette date soit reconnue, qu'elle soit célébrée dans le pays. Après on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Effectivement, il y a eu la cérémonie du 27 avril, qui était une très belle cérémonie pendant laquelle un certain nombre de paroles fortes ont été prononcées. Et je pense que ce qui est très important pour nous autour de la table, pour les membres du CNMHE, pour les personnes qui sont impliquées dans ces enjeux, c'est que cette date fasse date, qu'on reconnaisse le 10 mai, que des choses soient faites. Et il me semble que lorsqu'on voit les programmes de l'ensemble des activités qui sont organisées dans toute la France, moi je pars demain à Dunkerque, où il va y avoir tout un tas de choses dès aujourd'hui. Dans toute la France, il y a des choses qui se font. Voilà, la date commence à rentrer et du coup, l'absence du président peut être un peu plus compréhensible à partir du moment où cette date rentre effectivement dans les mœurs, dans les esprits. Je pense que ce travail n'est pas encore complètement fait, mais voilà, c'est à cela qu'il faut s'atteler. Fabrice Dalméda, comment interprétez-vous l'absence du président de la République ce matin ?
On l'a dit, hein, William Cromwell l'a dit, il y a la remise de prix. Au-delà de ça, il avait fait quand même le 27 avril une belle cérémonie qui a été rappelée par Audrey Célestine. Et puis alors, un petit clin d'œil, c'était la première cérémonie de son quinquennat. Mais l'année dernière, rappelez-vous, il était déjà dans les jardins de Luxembourg avec François Hollande. Hollande qui d'ailleurs avait insisté en disant qu'il fallait passer le flambeau de la mémoire, qu'il fallait transmettre cette question et ne pas la laisser à l'écart des débats de la nation. Et donc, je pense que le travail se fait quand même. Je suis assez d'accord avec ce que dit Audrey. Il était venu, mais il n'avait pas pris la parole. Vous avez parlé... mais il avait déposé une gerbe avec Hollande. Avec François Hollande. Vous avez parlé du 27 avril. Je vous propose justement de revenir sur cet instant avec un reportage signé à Hakim Ali Saïd. La France républicaine s'honore en rendant hommage à ceux qui ont mis un terme à la France esclavagiste en avril 1848. Au Panthéon, là où la République honore les personnalités attachées au principe de la dignité humaine, le chef de l'État a été saisi d'émotion face à la tragédie du sinistre commerce d'êtres humains, un crime contre l'humanité. Le pied gauche et les deux mains passées dans un anneau de fer. La main gauche était superposée sur le pied gauche de façon à ne pouvoir s'en écarter. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris, on vint tirer le fer de ma main droite. On ne me donnait qu'une insuffisante nourriture. L'eau m'était également épargnée. Hommage à Victor Schœlcher, libérateur des esclaves. L'histoire retiendra que l'homme a mis un terme à un régime social et économique inhumain vieux de 3 siècles, un crime de lèse-humanité, disait-il. Hommage à Félix Éboué, combattant pour les libertés, l'enfant de Cayenne aux convictions humanistes et républicaines. Hommage enfin à Aimé Césaire, le chantre des blessures faites aux esclaves et à leurs descendants. Et l'on nous marquait au fer rouge. Et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salée d'Irlande coûtaient moins cher que nous. Pour la transmission de cette sombre page de l'histoire de la France aux futures générations, Emmanuel Macron a décidé de la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à l'Hôtel de la Marine à Paris, de l'installation d'un mémorial national au Jardin des Tuileries et d'un soutien au musée de l'esclavage à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Dans ce lieu auquel, voilà, la nation rend hommage. C'est des gens qui nous ont apporté beaucoup. François Durper, on vient d'entendre dans ce sujet 3 grandes annonces du président de la République le 27 avril dernier au Panthéon. Est-ce que c'est satisfaisant ou finalement rien de nouveau? Non, c'était des annonces attendues. La Fondation notamment, le soutien au mémorial. D'ailleurs, il y a déjà un mémorial, il est en Guadeloupe, il a besoin de soutien, d'argent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu de la version mémorielle et en même temps macroniste. C'est-à-dire qu'en fait, quand Emmanuel Macron est arrivé, on lui a dit, bon, il y a 2 dates, journée nationale du 10 mai, puis il y a la journée des victimes de l'esclavage le 23 mai. Il s'est dit de toute façon, le 10 mai, je ne suis pas là, on m'en remet un prix, donc on va faire une 3e date. Alors, ce n'est pas une journée nationale, elle ne va pas être inscrite durablement dans le calendrier, c'est le 27 avril, et vous avez vu que ce 27 avril, c'était aussi du en même temps. On est allé évidemment... Victor Schœlcher, c'est important, mais il fallait faire Victor Schœlcher sans faire du schœlcherisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le schœlcherisme? C'est remercier l'abolitionniste blanc en oubliant le combat des esclaves eux-mêmes. Alors, évidemment, il n'a pas fait ça. Delgrès, Aimé Césaire, c'était une journée en plus remarquablement réalisée. Il y a aussi un enjeu, il y a l'absence du président de la République, il y a aussi l'enjeu médiatique. Alors c'est très important, ça fait je crois une 12aine d'années que ce duo de chaînes François et Public Sénat font ce travail de mémoire, mais évidemment on pense à tous les autres médias, c'est très important que l'ensemble des Français, parce qu'il y a une particularité aujourd'hui, c'est que c'est un jour férié, c'est l'Ascension, et c'est aussi un peu dans les cartons, est-ce qu'un jour, ce 10 mai, sera férié? Est-ce qu'on va réorganiser par exemple le calendrier, faire par exemple un 8 mai et un 11 novembre, et faire une sorte de Veterans Day à l'américaine, ça gagne une journée et on peut faire une journée fériée. Parce que quand on fait une journée fériée, là, ça change un petit peu tout. Avec les enfants notamment dans les écoles, on peut aller aux cérémonies, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est peut-être pour après-demain. On en parlera un peu plus tard. Direction tout de suite les Jardins du Luxembourg où nous retrouvons William Cromwell. Vous êtes avec le premier vice-président du Sénat, William.
Oui, effectivement, Philippe Dallier qui s'apprête à accueillir les invités, les personnalités pour cette commémoration. Monsieur Dallier, quel message vous voudriez passer aujourd'hui en tant que représentant du Sénat ? Moi, je suis d'abord très heureux d'accueillir l'ensemble des personnalités dans les jardins du Luxembourg, où se tient cette cérémonie, comme chaque année. C'est d'abord un jour où nous nous souvenons de ce qui s'est passé. Nous nous souvenons de ces millions d'hommes, de femmes qui ont été arrachés à leur terre et qui ont été effectivement envoyés, exploités. L'esclavage était, à cette époque, avait un caractère légal, il faut s'en souvenir également. Donc il s'agit de transmettre cette histoire, de la transmettre notamment aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici dans les jardins de Luxembourg, des collégiens, des lycéens. Donc c'est ce travail de mémoire que nous faisons. C'est aussi une manière de réconcilier les Français avec leur histoire. Et puis c'est aussi l'occasion de se souvenir que encore aujourd'hui, dans les temps modernes, des millions d'hommes et de femmes sont tenus en esclavage. Donc c'est de tout cela dont nous souvenons aujourd'hui. Et j'espère que ça sera une belle cérémonie. Merci beaucoup. Je vous laisse. Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est en train d'arriver. Donc Monsieur Dallier est rendu à ses devoirs. Merci beaucoup William pour cette interview de Philippe Dallier. Philippe Dallier qui, je le précise, représente Gérard Larcher ce matin, le président du Sénat, absent également pour cette cérémonie. Alors à Anglès, lors de cette matinée du 27 avril au Panthéon, Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonce concernant les programmes scolaires. C'est pourtant un socle nécessaire pour cette histoire de l'esclavage, pour que ce soit connu par le plus grand nombre. Est-ce que l'on peut s'attendre ce matin à des déclarations sur ce point? Alors écoutez, je n'ai pas été informée, première idée. La seconde... Est-ce que l'on peut l'espérer? Alors, en tout cas, c'est souhaitable, effectivement. Mais les programmes vont être changés d'ici l'année prochaine, en tout cas au lycée. Donc voilà, je pense qu'il va encore falloir patienter un petit peu parce que tout ça doit être encore en train de se définir. Ce qui est clair, c'est que l'esclavage et son histoire sont enseignés, mais sont enseignés... à des rythmes et en fonction de publics différents. Et je dirais que ça n'est pas enseigné à égalité selon les élèves, c'est-à-dire qu'au primaire, il y a un enseignement des traites de l'esclavage et de leurs abolitions, ce qui est bien compliqué pour des enfants assez jeunes. Au collège, en quatrième, il y a un très gros, lors de l'esclavage, le système colonial qui exploite ses esclaves et les abolitions sont enseignées. En revanche, à partir du lycée, ça devient extrêmement réduit puisque les abolitions sont le dernier point du programme d'histoire de seconde et que, en termes d'histoire j'entends, et qu'ensuite dans le cadre du programme de première qui porte sur les colonisations et les décolonisations, très clairement, on est dans la seconde moitié du 19e siècle et dans le 20e siècle et l'esclavage, il y a une très très faible part, voire inexistante. Alors, il n'y a pas que l'histoire. On reviendra sur les programmes scolaires justement après la remise des prix ce matin, avec la remise des prix pour le concours La Flamme de l'égalité. Voilà. J'ai pu participer. Fabrice Dalméda, du coup, autre annonce, il n'y aura pas de musée national, pas d'autre musée national que le Memorial Act, qui, on l'a dit, se trouve en Guadeloupe. Il bénéficiera d'ailleurs d'aide financière de l'État, a précisé le président de la République. Un musée trop loin pour certains. Il existe un lieu de mémoire à Nantes, ancien port négrier. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Il existe un lieu de mémoire à Nantes, il existe parfois des plaques de rue, notamment à Bordeaux, il en existe aussi à La Rochelle. Donc il y a localement, quelques villes ont fait le travail. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y ait un effort comparable à celui qui a été fait aux États-Unis. Ça, je pense que François Durper peut en parler encore davantage, de créer une grande institution nationale dans la capitale, à Washington, qui puisse à la fois porter la mémoire de la traite, mais aussi les cultures issues de l'esclavage. Parce que c'est un petit peu ça aussi l'autre aspect, c'est qu'il y a l'aspect économique, social qui est crucial. Et peut-être c'est là-dessus qu'on revient le plus aujourd'hui et qu'on montre à quel point l'esclavage était un système d'énergie, en quelque sorte, qui permettait de faire fonctionner toute une économie. Donc ça, c'est peut-être l'aspect le plus crucial. Mais au-delà de ça, on a pu voir, il y a eu une exposition qui était à Bastille, des petites poupées noires.
qui étaient fabriqués à la main par les mères de famille pour leurs enfants, etc. Donc il y a des objets qui aujourd'hui sont presque des objets artistiques. C'est pas seulement de l'artisanat parce que c'est des formes extrêmement créatives, extrêmement habiles. Et donc on aurait pu espérer qu'on ait aussi ça qui soit mis en valeur pour ne pas avoir que ces journées de mémoire, le côté qu'on reproche parfois un petit peu de victimisation, et montrer que non, il y a eu aussi de l'activité, de la création et des valeurs importantes pour notre société. Oui, exactement ce que dit Fabrice, il parle du musée afro-américain de Washington, qui était la dernière, presque le dernier acte de Barack Obama, l'inauguration, le dernier mois de son mandat. Ce qui est important, c'est que il y a l'état d'esprit muséographique américain, c'est-à-dire que ça sert pour les scolaires précisément. C'est pas une vision patrimoniale, simplement il y a des objets, on vient voir des objets. C'est un travail, c'est presque intégré dans le programme scolaire. Le musée et l'école travaillent main dans la main. Ça, c'est la première chose très importante. Puis la deuxième chose, c'est que ce musée afro-américain, c'est pas un musée communautaire, c'est un musée de l'histoire commune américaine. C'est-à-dire que c'est pas une manière de dire il y a cette histoire qui est parallèle à l'histoire américaine. Non, c'est de dire cet héritage fait partie de l'héritage de notre pays. Martin Luther King, alors là c'est évidemment la question de la ségrégation, il fait partie de l'histoire américaine, il n'est pas à côté de l'histoire américaine. Et ça c'est très très important de montrer que là on est dans cet esclavage, c'est quoi? C'est la racine de la mondialisation inégale qu'on connaît aujourd'hui. Si l'Afrique en est là, que l'Europe en est là, si les Noirs américains en sont là aux États-Unis d'Amérique, c'est à cette histoire qu'on le doit. C'est à ces systèmes d'inégalité qu'on le doit. Une histoire importante donc, qui pourrait être à Paris. Le Conseil de Paris a adopté en septembre dernier la création d'un musée à Paris. L'État n'en veut pas aujourd'hui. Est-ce qu'il se pourrait qu'on ait quand même un musée à Paris, mais avec d'autres fonds ? Ça, effectivement, c'est un enjeu et ça permettrait effectivement d'avoir une nouvelle vision de notre fonctionnement muséal. Il ne faut pas nécessairement penser up-down, mais se dire qu'il peut y avoir des entreprises, qu'il peut y avoir des collectivités qui prennent en main cet héritage et qui se disent, finalement, dans un premier temps, on peut se passer de l'État. Puis l'État, il viendra après. Ça peut être une nouvelle, parce que finalement, cette mémoire, elle a été construite de bas en haut. Souvenez-vous, pourquoi on est là? Parce qu'en 1998, il y a eu la commémoration des 150 ans de l'abolition de l'esclavage de 1848. Et l'État a dit, tous nés en 1848. On va commémorer, un peu comme on commémorait depuis des années, c'est-à-dire, voilà, il faut remercier la République qui a aboli l'esclavage. Et puis il y a eu cette marche du 23 mai où des gens ont défilé silencieusement pour dire ce sont les esclaves qui ont aboli l'esclavage. Et cette histoire, on s'approprie cette histoire et cette mémoire. Et à partir de là, la loi Taubira. La loi Taubira, c'est pas l'État, c'est une députée, c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. C'est-à-dire que c'est une députée de Guyane qui se dit avec ses petits bras, je vais faire bouger l'Assemblée nationale. Et donc, c'est elle qui fait bouger l'État. Ça vient bien d'en bas. Et donc, ce devoir de mémoire, finalement, c'est dans la continuité. Si on a un musée dans 5 ans, dans 10 ans, qui part d'en bas, finalement, on aura encore plus gagné que si c'est l'État qui peut-être le décrète. Audrey Célestine, Emmanuel Macron a confirmé également que serait créée cette année la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont la présidence sera confiée à Jean-Marc Ayrault. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est le choix de l'ancien maire de Nantes? Alors, c'est une vraie question. Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas un choix illégitime du tout. C'est quelqu'un qui a été le premier édile d'une ville qui, pour le coup, a fait un travail très important dès le début des années 80. Mais là encore, je pense, pour rebondir sur ce que vient de dire François, sous la pression également d'un milieu associatif local extrêmement actif depuis plusieurs décennies. Et je pense qu'à chaque fois, on est dans ce type de dynamique-là. S'il y a le musée aux États-Unis, c'est parce qu'il y a plusieurs décennies de lutte et de mobilisation de personnes qui font avancer à la fois l'histoire et la situation socio-économique.
politiques qui mettent en avant la culture, qui opèrent cette espèce de retournement pour que des éléments ou qu'une histoire de stigmate devienne une source de fierté. Et dans un sens, Jean-Marc Ayrault a accompagné un mouvement, mais un mouvement qui venait là aussi d'en bas. Moi, je pense qu'il faut laisser aussi les gens agir. Cette idée de fondation, c'est quelque chose qui date depuis de plusieurs années également. Cette idée de fondation, mais je pense que c'est pas une chose qui pourra être Dans un instant, la cérémonie va commencer. À l'heure actuelle, plusieurs personnalités arrivent dans les jardins du Luxembourg. William Cromwell, vous êtes en ce moment avec Jean-Marc Mormec, le délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Voilà, Jean-Marc Mormec qui va nous dire ce qu'il pense de l'enseignement de l'esclavage aujourd'hui dans la scolarité, puisque c'est le thème retenu cette année. Est-ce que c'est assez appuyé pour vous ? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est le fait d'en parler. Aujourd'hui, on en parle, donc c'est bien. On ne se cache plus en disant plus que comme si ça n'avait pas été. Aujourd'hui, on sait que ça a été ce qui s'est passé. Et puis, le fait d'en parler, il y a plein de projets autour de ça. On voit, il y a des manifestations, donc c'est bien. Ça progresse. On en parle, c'est positif, mais ça réveille aussi de vieux mauvais réflexes. Pas dire oui ou non, l'histoire c'est fait aussi pour dire plus jamais ça ou il faut améliorer ça. Donc le fait d'en parler, ça existait, on le sait, maintenant on en parle et puis pourquoi ça réveille? Non, au contraire, faut en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Voilà donc Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Annick Girardin doit s'installer, là, elle vient de passer, et le Premier ministre ne devrait pas tarder. Attendu d'ici une dizaine de minutes maintenant, Édouard Philippe qui arrivera dans les jardins du Luxembourg. On parlait à l'instant de Jean-Marc Ayrault qui présidera cette fondation pour la mémoire de l'esclavage. On me disait, annoncée par François Hollande en 2016, elle sera finalement créée cette année. Fabrice Zalmeda, pourquoi finalement autant de temps ? Il y a le temps, mais il faut dire que François Hollande avait donné cette idée. Jean-Marc Ayrault a été chargé de la mission de préfiguration. Donc il devait s'assurer de la faisabilité. Il a d'ailleurs fait un conseil d'administration, je crois, dans cette mission, dans lequel il y avait beaucoup d'associations différentes, locales, nationales, etc. Il a essayé de voir, justement, puisqu'en parlait François Durper, s'il y avait des possibilités d'obtenir des soutiens privés et quelle part pourrait jouer l'État dedans. Il a obtenu un premier financement pour justement arriver à construire la planification. Et donc, je crois qu'il y avait une logique aussi à ce que, ayant porté le bébé, peut-être au moment où on accouchait de la fondation, il en prenne le début pour continuer les efforts de levée de fonds. Parce que c'est un peu ça, la question cruciale. Emmanuel Macron l'annonce, mais ensuite se posent toutes les questions de financement, il y aura un local aussi, il y aura un espace aussi. D'un mot, c'est pour ça que la question des réparations, parce qu'on va en parler forcément à un moment donné, est une question qui est très largement artificielle. Réparation, on se dit, on ne peut pas donner de l'argent, que ça n'a aucun sens, on ne répare pas. Un musée, une fondation, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, l'aspect symbolique des choses, et puis de l'autre côté, la réparation financière, ça n'a pas de sens. Et pendant que l'on parle, on a vu plusieurs invités qui arrivaient dans les jardins du Luxembourg, notamment Laura Flessel, la ministre des Sports qui est présente. Il y a également la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le ministre de l'Éducation nationale qui peut-être parlera et dira un mot sur les programmes scolaires, Jean-Michel Blanquer. Et puis nous avons vu également Jacques Toubon qui est présent et qui s'occupe notamment des défenseurs des droits, des discriminations. Donc dans les jardins du Luxembourg, et on attend le président de la République, pas le président de la République justement, puisqu'il ne sera pas là, le Premier ministre d'ici 8 minutes. Et justement, le président de la République n'est pas là pour cette 13e journée nationale des mémoires de la traite et de leurs abolitions, mais ce n'est pas le premier président de la République à être absent lors de cette cérémonie. Retour sur les 10 mai des présidents de la République avec William Cromwell. 10 mai 2006, Jacques Chirac dévoile la stèle à la mémoire des esclaves dans les jardins du Luxembourg. C'est là désormais qu'aura lieu la cérémonie nationale de commémoration. En 2007, Jacques Chirac n'est plus tout à fait président, mais son successeur, Nicolas Sarkozy, l'accompagne déjà. Pourtant, le nouveau président ne sera pas à tous les rendez-vous. En 2009, la cérémonie nationale est déplacée à Bordeaux. En 2010, c'est son ministre de l'Intérieur et ami, Brice Hortefeux, qui le remplace. En 2012, Nicolas Sarkozy laisse aller seul le président qu'il a battu, même s'il n'est pas encore investi.
Et François Hollande sera au rendez-vous chaque année de son quinquennat, sauf en 2015, au moment où la cérémonie débute à Paris. Lui est en Guadeloupe pour l'inauguration du mémorial international dédié à l'histoire de l'esclavage, le Memorial Act. À la fin de son mandat, François Hollande est présent avec Emmanuel Macron, nouvellement élu, pour un passage de témoin moins politique que mémoriel. François Durper, il y a eu de nombreux discours de président de la République durant ces différentes cérémonies. Est-ce que ce sont des discours uniquement symboliques ou est-ce qu'ils ont été l'occasion d'annonces fortes? Alors, les annonces fortes, il y a des moments forts, notamment c'est vrai quand Manuel Valls est dans les jardins de Luxembourg et que le président de la République, François Hollande, lui, est en Guadeloupe, le Memorial Act. Ça, c'est quand même aussi un moment fort de télévision. Ça veut dire qu'on commémore de part et d'autre de l'Atlantique cette mémoire. Il y a aussi... mais c'est la présence qui compte. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à avoir été membres du comité. L'idée, c'était au départ de faire venir le président. Il fallait faire venir le président parce que c'était pas gagné du tout. Au départ, certains présidents disaient mais pensez par exemple à Nicolas Sarkozy, on va pas quand même faire de la contrition, on va pas. Il ne voulait pas venir parce qu'il estimait et dans sa campagne électorale il l'avait dit. Non, ça puis c'était aussi une manière de dire Chirac l'a fait, moi je ne vais pas venir. Et grâce au travail de tous, Nicolas Sarkozy a fini en tant que président de la République, c'est pas la personne qui compte. Il a fini par venir. Et ça a installé cette date. Et finalement, les chefs d'État aujourd'hui, quand ils ne viennent pas, ils sont obligés de dire bon, il y a vraiment quelque chose. Et puis je viendrai l'année prochaine et je fais quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Et donc ça installe. Il faut aussi voir un peu le verre à moitié plein. Le 11 novembre, on commémore depuis 70-80 ans. Donc forcément, c'est une date qui est complètement habituelle dans le calendrier. Là, on est sur une date, on a un peu plus de 10 ans. 2006, donc on a commémoré les 10 ans il y a 2 ans. Donc ça veut dire que cette présence, elle est importante, mais le chef d'État, il fait venir derrière aussi les chaînes info. Alors, il y a aussi la dimension médiatique qui compte. Et c'est pour ça qu'il faut, effectivement, cette année, il n'est pas là, mais que dès l'année prochaine, le 10 mai, le chef de l'État est tous les ans l'habitude de venir pour cette journée commémorative. Parce que si on n'a ni le jour férié, ni la présence du chef de l'État, c'est vrai qu'il y a un risque d'étiolement de cette journée nationale du 10 mai qui est très importante. Alors le chef de l'État n'est pas là, mais le Premier ministre doit le remplacer. Il devra arriver d'une minute à l'autre. Audrey Célestine, alors il y a le 10 mai, date que l'on commémore aujourd'hui. Il y aura cette année une journée nationale pour le 23 mai, donc qui va s'inscrire dans le temps, dédiée aux victimes de l'esclavage. Il y a eu le 27 avril. Est-ce que toutes ces dates ne risquent pas d'éclipser justement le 10 mai ? C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que ces dates, pour moi, elles reflètent la complexité des enjeux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le rôle de la République, il y a cette date du 10 mai qui est une date qui a été décidée après des années de discussion et où il a été décidé qu'une date qui faisait référence à un événement historique était compliquée à choisir parce qu'on ne se mettait pas d'accord. Quand vous allez en Martinique, c'est le 22 mai, vous allez en Guadeloupe, c'est le 27. Donc cette histoire-là, elle est complexe parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont impliqués. Et effectivement, il y a ce risque que le 10 mai, qui est la date qui peut être reconnue, soit effectivement reconnu. Alors c'est pour ça qu'une des initiatives du CNMHE avait été de mettre en avant un mois des mémoires, c'est-à-dire de pouvoir, pendant toute une période qui s'ouvrait globalement avec le 27 avril et qui se poursuivait jusqu'à début juin, fédérer l'ensemble des activités qui se faisaient sur l'ensemble du territoire. Mais avec quand même comme point d'orgue ce 10 mai. Et moi je tiens particulièrement à ce que cette date-là, cette date qui est la date qui a fait l'objet d'un choix après plusieurs années de débat, soit une date véritablement célébrée, commémorée, et effectivement une présence forte, une parole forte sont très importantes pour ça. Et pendant que vous parliez, on a vu justement Christiane Taubira qui est arrivée. C'est elle donc qui a porté le texte de loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle est alors députée de Guyane. Christiane Taubira qui ne manque pas justement ces journées du 10 mai dans les jardins de Luxembourg. Voilà, Christiane Taubira actuellement avec Laura Flessel, la ministre des Sports. Fabrice Almeida, on parlait de ces différentes cérémonies, de ces différentes dates. Est-ce que c'est judicieux de multiplier ainsi les cérémonies ? C'est pas ça, c'est que chacune a son sens. Audrey a rappelé, il y a les dates d'arrivée dans les territoires, de l'information, qui font que tout d'un coup, ça devient la date
à laquelle on apprend l'abolition. Donc ça, c'était une première époque, ça a été commémoré depuis quand même assez longtemps. Il y avait déjà des manifestations au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, il y a cette date du 10 mai. Pourquoi est-ce qu'elle plaît aussi? C'est parce que c'est ce qui a été rappelé sur le plateau. C'est une initiative qui vient d'en bas. Il y a eu la marche de 98, la mobilisation a continué derrière, une députée fait une proposition de loi, elle est adoptée le 10 mai 2001. Et donc à ce moment-là, on se dit, eh ben voilà, on va pas seulement faire l'abolition au sens Victor Schœlcher, ça vient d'en haut, magnifique décret quand même, il faut le rappeler, 27 avril 1848, signé par le gouvernement provisoire. Quand on regarde les signatures, c'est quand même, juste un mot là-dessus, quoi. Le Dru-Rollin, Lamartine, les gens qui se sont battus pour qu'il y ait le suffrage universel, certes masculin, mais ils sont là et c'est eux qui signent ça et qui disent, on doit donner le droit de vote à tout le monde, c'est fini maintenant. Et donc ça, c'est une question cruciale. Alors il restera les femmes, évidemment, mais c'est une question. Non, mais je le dis quand même, mais c'est mais enfin, on va saluer une avancée quand même, quoi. Certes, mais c'est une avancée. Et donc l'abolition de l'esclavage s'inscrit dans ce mouvement-là. Et après, l'intérêt du 10 mai, c'est parce que ça montre une autre mobilisation, une nouvelle mobilisation, et c'est pas quelque chose, j'allais dire, qui est donné. C'est quelque chose qui a été acquis. Et donc c'est pour ça que cette date, je trouve symboliquement, effectivement, elle joue un rôle très important. C'est une mobilisation nationale qui n'est pas forcément observée dans les territoires d'outre-mer, mis à part en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui a commémoré cette date nationale. Est-ce que c'est parce que dans les différents territoires, ils ont leur propre date? Juste... Avant que vous répondiez, on va aller en direct dans les jardins du Luxembourg, puisque William Cromwell est en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Donc, je suis avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et ça va être un peu votre journée aujourd'hui, puisqu'on va beaucoup parler de l'enseignement de l'esclavage à l'école et en milieu scolaire. Est-ce que vous allez appuyer cet enseignement? Est-ce que vous allez le renforcer? Aujourd'hui, l'enseignement de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage est évidemment très présent dans les programmes. Donc il y a déjà quelque chose de bien stabilisé. Ce qui est important, c'est surtout maintenant d'avoir à la fois de la documentation pédagogique, puis de la sensibilisation des élèves. Et c'est ce qui se passe au travers d'une journée comme celle d'aujourd'hui. Donc nous allons continuer à travailler sur cette question. Ce qui est très important surtout, c'est l'engagement des classes. Au-delà des programmes où les choses ont été faites et bien faites, c'est la question de la compréhension du phénomène dans toute sa dimension historique. Et puis aussi parfois dans sa dimension actuelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore de l'esclavage aujourd'hui. Et malheureusement, certaines images en Libye récemment nous ont rappelé que ça pouvait encore être une réalité. Et concrètement, ça va se passer comment? Ah, non, ok, d'accord, merci. Merci William. On vous interrompt sûrement parce qu'Édouard Philippe vient d'arriver à l'instant dans les jardins du Luxembourg. Le Premier ministre qui, vous le voyez sur ces images, est accueilli par Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, on le disait, qui prendra la présidence de cette fondation pour la mémoire de l'esclavage et qui préside actuellement le groupement d'intérêt public de la mission de la mémoire de l'esclavage. À ses côtés, également aux côtés du Premier ministre, Philippe Dallier, premier vice-président du Sénat qui représente donc ce matin Gérard Larcher. Et puis également Frédéric Réjean aux côtés de Philippe Dallier. Frédéric Réjean qui est lui le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Et donc les deux hommes vont aller visiter l'exposition dans quelques instants. Donc c'est une cérémonie qui, sous la présidence en tout cas d'Emmanuel Macron, connaît des modifications dans le protocole. Les discours n'auront pas lieu sous le kiosque comme chaque année, mais sous un chapiteau que vous avez déjà vu à l'image qui a été dressé pour l'occasion. Et avant le dépôt de gerbes, le Premier ministre va visiter l'exposition « En finir avec les traites, en finir avec l'esclavage », une visite qui sera commentée comme l'an dernier par Frédéric Réjean, le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Anne Anglès, puisqu'on n'entend pas les propos actuellement d'Édouard Philippe. Anne Anglès, on le disait, il y a une exposition que va visiter dans quelques instants le Premier ministre, qui sera commenté par Frédéric Réjean. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette exposition? Oui, alors je dirais que déjà le parti pris en finir, c'est vraiment l'idée d'un basculement. La deuxième idée qui a, je pense, prévalu au comité, ça a été de faire des textes courts
efficace, lisible. Voilà. Après, reste à savoir si l'objectif a été rempli. En tout cas, c'est une écriture à plusieurs mains qui a été faite. Et c'est vrai qu'elle vise à mettre en évidence les décalages de rythme, les décalages de réalité, et puis aussi la manière dont, effectivement, on n'est pas dans des victimes, mais on est dans des combats pour se libérer, pour s'affranchir, pour se débarrasser de ce fléau qu'est l'esclavage. Alors, on va peut-être essayer d'écouter Frédéric Réjean, justement, qui commente cette exposition au Premier ministre. Dans le cadre du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, mais aussi dans le cadre du 200e anniversaire d'une des nombreuses lois qui interdisaient la traite en France et qui finalement s'est traduite seulement à partir de 1831 avec vraiment la mise en place de dispositifs de navires traquant les navires négriers clandestins. Voilà. Donc la traite a été abolie notamment par les Britanniques en 1807 et puis par le Congrès de Vienne en 1815. Alors c'est pas seulement par philanthropie que les Britanniques ont aboli la traite, c'était aussi pour eux un moyen de contrôler tous les navires. Parce qu'à partir du moment où la traite est abolie et que vous êtes un peu le gendarme des mers, eh bien vous avez le contrôle aussi de la mer. Il y a aussi ces aspects géopolitiques qui jouent. Donc comme nous sommes le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, donc la révolution de février 1848, qui entraîne donc la proclamation de la Deuxième République, et avec très rapidement Victor Schœlcher, qui est un abolitionniste et un républicain, qui va faire adopter par le gouvernement provisoire le 4 mars le principe d'abolition de l'esclavage. Et donc, que ce soit Monerville ou Césaire, ils reliaient finalement ces luttes parallèles entre les esclaves luttant pour leur liberté et le peuple de Paris. Césaire disait que ce peuple de Paris qui vivait dans des greniers et des caves n'a pas conquis la liberté seulement pour lui, mais il a aussi conquis la liberté pour des hommes plus malheureux encore que lui. Voilà. Donc là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont donc les résistances à l'abolition en France, c'est-à-dire que les lois sont prises, notamment concernant la traite négrière, mais elles mettent du temps à s'appliquer. Et aussi pour signaler qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794, accompagnée par un rétablissement en 1802, mais un rétablissement qui ne se fait pas à Saint-Domingue, où là, les militaires de couleur prennent le pouvoir et repoussent donc le corps expéditionnaire dirigé par le général Leclerc, qui était le mari de Pauline Bonaparte, le frère de Napoléon. Donc voilà, l'exposition est là pour montrer ces luttes parallèles, c'est-à-dire à la fois des abolitionnistes, mais aussi des esclaves, donc qui cherchent à obtenir la liberté, donc soit par finalement le consentement de leur maître en les servant, et aussi en s'enfuyant, et puis aussi ce que l'on voit se multiplier, ce sont les révoltes dans le cadre révolutionnaire, et notamment les plus grandes révoltes en août 1791 à Saint-Domingue, qui sont fortement à relier au contexte révolutionnaire français. Français et aussi américain. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui chez les historiens les révolutions atlantiques. Donc voilà, là c'est l'application de l'abolition de l'esclavage. Alors ça permet un peu de comprendre pourquoi il y a toute une série de commémorations différentes. Donc le 27 avril, l'esclavage est aboli, mais le temps que le décret arrive, il y a un certain temps, mais la nouvelle de la Révolution et l'instauration de la Seconde République provoque une agitation chez les esclaves, et donc le 22 mai 1848, il y a une révolte en Martinique d'esclaves qui fait 35 morts, et la solution pour le gouverneur, c'est d'abolir immédiatement l'esclavage. D'ailleurs, Césaire disait que cette révolte a eu de l'importance, parce que compte tenu ensuite du retour de la réaction, enfin
juin 1848, Cavaignac, puis ensuite, en décembre 1848, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'y avait pas eu cette prise d'armes des esclaves et cette abolition, peut-être que l'abolition aurait été retardée, il y aurait eu des motifs, notamment parce que c'est un décret et non une loi. C'est un décret du gouvernement provisoire, donc voilà, voilà, toujours pour montrer finalement ces luttes parallèles entre les deux. Alors maintenant nous allons nous diriger vers les réalisations. En ce moment, ça peut. Voilà, les réalisations des élèves et de leur enseignement, donc dans le cadre d'un concours national qui s'intitule La flamme de l'égalité. Voilà. Et donc vous allez voir une première réalisation. Je m'appelle Aminata. J'ai également un numéro de matricule 4518. J'ai 18 ans. Je suis domestique dans la maison de Madame Dubois. Elle n'est pas du genre à rire. La vie est assez compliquée là-bas. Un jour, un homme nous a rassemblés, mes amis et moi, pour nous annoncer la fin de l'esclavage. Quand j'ai appris cette très bonne nouvelle, je me suis mise à genoux au pied de ma maîtresse et je l'ai remerciée d'avoir été bonne avec moi les derniers moments passés auprès d'elle. J'espère devenir libre, libre de ce que je veux faire et libre d'aller où je veux. J'espère être traitée avec respect, mais je ne suis jamais allée à l'école et je ne sais ni lire ni écrire. Tout ce que je sais faire, c'est m'occuper des tâches ménagères. Peu à peu, malgré l'abolition de l'esclavage, les nouvelles lois nous ont interdit de nous déplacer d'un village à un autre. J'ai donc dû trouver un travail dans ma ville. Je suis maintenant domestique dans une grande maison très luxueuse et je gagne un peu d'argent. Donc ça, c'était une réalisation par une école primaire. Et donc là, c'est le prix qui a été reçu par un collège. Et donc le projet, c'est interactif, c'est-à-dire voilà, vous allez sur le site, vous répondez et selon vos réponses, vous avez des suggestions différentes. Voilà, donc vous avez combien de dossiers Alors cette année, donc, nous avons eu une centaine de dossiers. Donc, ce qui représente à peu près 3000 élèves qui ont participé à ce concours. Donc ça commence à devenir un concours important dans l'éducation nationale. Partout, oui, nous avons eu des lycées français de l'étranger, de l'outre-mer. D'ailleurs, si on regarde les primés, donc ils viennent de Bordeaux, de Colmar, de Besançon. Et les mentions spéciales viennent de Paris et de Toulon. Donc, voilà. Voilà. On a presque. Voilà. Donc ensuite, le reste de l'exposition est pour montrer le processus abolitionniste sur les différents continents. Donc le continent américain, avec l'Amérique latine, une abolition graduelle qui s'est faite dans le cadre des guerres d'indépendance. Puis les États-Unis dans le cadre de la guerre de sécession, et puis très tardivement donc le Brésil, où l'esclavage n'a été aboli qu'en 1888. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans ces abolitions, il y a des gens comme Victor Schœlcher ou Victor Hugo, encore en 1879, ils se réunissaient avec un portoricain pour lutter pour l'abolition de l'esclavage dans ces pays. Donc là, l'esclavage en Afrique, alors qui a été aussi un moyen de légitimer la colonisation, on le verra ensuite lors du congrès de Berlin, et où on a des dates d'abolition qui peuvent être très tardives, par exemple en Mauritanie, en 1980, et puis aussi une date importante qui est l'abolition du travail forcé, parce qu'avec la colonisation, l'esclavage était certes aboli, mais le travail forcé n'a été aboli qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par la loi Houphouët-Boigny. Il y a des journées de commémoration dans d'autres pays européens, dans l'Angleterre. Je crois que des journées nationales comme ça, nous sommes les premiers. Aux États-Unis, il y a un mois, Black History Month. Voilà. Donc là, également en Asie, où on voit donc des abolitions tardives de l'esclavage. Et on estime qu'aujourd'hui, 60% des esclaves se trouvent en Asie, selon les définitions du Bureau international du travail.
En fait, le 60e anniversaire on a fait un gros travail pédagogique, de débat, non-culpabilisation. On a eu aussi des très bonnes réactions en Afrique. Donc là, ce sont les traités internationaux, avec notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où René Cassin, qui est au Panthéon, a joué un grand rôle, notamment dans la rédaction de l'article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Et malheureusement, malgré ces déclarations, voilà, les images que nous avons vues en Libye, et c'est pas seulement en Libye qu'il y a de l'esclavage, nous montrent que ce sujet est encore d'actualité. C'est combien, 20, 30 40 millions selon le Bureau international du travail. Voilà, considérable. Donc il y a encore des luttes à mener. En finir avec les traites, en finir avec l'esclavage, c'est le thème de cette exposition que Frédéric Régent vient de commenter pour le Premier ministre Édouard Philippe. Ils ne vont pas tarder maintenant à se rendre vers l'œuvre Le Cri. L'Écrit, une œuvre effectuée par Fabrice Hibert. Là, il y aura un dépôt de germes, mais avant, le Premier ministre salue justement ces ministres présents et les invités qui sont sur place, des invités triés sur le volet, puisque cette cérémonie n'est pas ouverte au grand public jusqu'à présent. Voilà. Anne Anglès, on a suivi la visite de l'exposition, Frédéric Régent qui expliquait cette exposition au Premier ministre. C'est vrai que c'est une exposition qui avait une visée très pédagogique. Oui, d'ailleurs, elle sera diffusée dans les établissements, dans les collectivités territoriales, et puis elle pourra être consultée en ligne également. Donc c'est un support, ça se veut aussi un support pérenne d'information, de documentation. Et je crois que ça a toujours été conçu comme ça par tous les CMNHE ou comités pour la mémoire à l'époque où c'était. C'est-à-dire il y a vraiment l'idée d'une transmission et d'une transmission d'informations. La mémoire, elle s'éloigne parfois un peu de la vérité historique. L'intérêt de faire de l'histoire, c'est de revenir aux faits. Au réel. Voilà. Cette exposition sera visible dans les jardins jusqu'à quand? Alors, je crois qu'elle y reste à peu près, mais alors là, je n'ai pas assez d'antériorité. Peut-être que Madame Célestine, qui a été plus longtemps que moi au CMNHE, pourra le dire. Je crois qu'elle va rester en fait jusqu'à l'été, à peu près. Et ensuite, il y en a de la possibilité. Elle tourne de toute façon en même temps sous différents formats. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est que des élèves ont été également associés à une partie de l'exposition, et notamment des jeunes élèves. Alors, les élèves, en fait, qui sont présents peuvent consulter l'exposition. En l'occurrence, les élèves qui sont présents ici sont les lauréats du concours de la flamme de l'égalité, qui est un concours scolaire et qui présente un intérêt aussi, c'est que c'est un concours collectif, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et en général sur le temps long pour faire une proposition sur un sujet donné. Voilà. Et les élèves qui concourent pour le prix, cela va de la primaire au secondaire? Alors, exactement. Donc ça va du primaire jusqu'à la terminale. Pour avoir été membre du second niveau de correction, c'est-à-dire du jury national, je dois dire que les prestations, les propositions des élèves et de leurs enseignants sont assez fantastiques. Extraordinaire d'invention. On le voit ici, il y a un jeu vidéo en ligne avec des questions morales d'ailleurs qui sont posées. Le principe étant qu'un négociant débarque dans le sud des États-Unis et se trouve confronté à l'esclavage et est amené à se positionner et avec des circuits différents qui sont proposés d'une grande inventivité. On a une animation du tableau de Biard qui permet de commenter véritablement le sujet. C'était l'abolition, en finir avec l'esclavage. Et également, j'ai pu voir aussi des ballets, notamment faits par des élèves qui n'étaient absolument pas danseurs et qui étaient extraordinaires. Par la danse et par les arts, on peut faire des choses fantastiques aussi. Audrey Célestine, sur cette exposition. Et précisément pour le lien, l'articulation entre l'exposition au fil des années et le concours, tous les ans, cette exposition, elle fournit un certain nombre d'outils, des outils pédagogiques qui nourrissent
le travail des enseignants. Parce que très clairement, parfois, effectivement, au niveau du concours du jury national, sont les meilleurs travaux qui arrivent. Et puis parfois, on a des choses qui peuvent être un peu étonnantes et en décalage avec les progrès d'histoire ou même avec le message de départ, qui est quand même le message aussi très actuel sur la question du racisme, des discriminations et de la mémoire. Et du coup, d'avoir de vrais outils que les enseignants vont pouvoir utiliser, qu'ils vont pouvoir s'approprier, ça c'est essentiel. Et ça c'est un travail qui est véritablement cumulatif. Et le travail du CNMHE, c'est pas juste la préparation de ces dates-là qui sont importantes, notamment du point de vue médiatique, mais c'est ce travail au long cours pour fournir des outils à des gens qui ont quand même la volonté de transmettre une histoire et ses ramifications jusqu'au présent. On va écouter maintenant les enfants qui vont lire. De 1784. Hélas, qu'as-tu fait? Mon amour t'a rendu coupable. Sans le malheur, sans la malheureuse Mirza, tu n'aurais jamais fui le meilleur de tous les maîtres et tu n'aurais pas tué son homme de confiance. Le barbare, il t'aima et ce fut pour devenir ton tyran. L'amour le rendit féroce. Le tigre osa me charger du châtiment qu'il t'infligea pour n'avoir pas voulu répondre à sa passion effrénée. Il fallait me laisser mourir. Tu serais auprès de notre gouverneur qui te chérit comme son enfant. J'ai causé tes malheurs et les siens. Il me croit coupable. Et voilà ce qui rend mon tourment plus affreux. Il ne sait point quel monstre il avait honoré de sa confiance. J'ai sauvé mes semblables de sa tyrannie. Mais, ma chère Mirza, perdant un souvenir trop cher et trop funeste. Nous n'avons plus de protecteur que la nature. Mère bienveillante, tu connais notre innocence. Non, tu ne nous abandonneras pas, et ces lieux déserts nous cacherons à tes yeux. Zamor, mais dis-moi, pourquoi les Européens et les habitants ont-ils tant d'avantages sur nous, pauvres esclaves? Ils sont cependant comme nous. Nous sommes des hommes, comme eux. Pourquoi donc une si grande différence de leur espèce de la nôtre? Cette différence est bien peu de choses. Elle n'existe que dans la couleur. Mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs. Ils sont venus dans ces contrées, se sont emparés des terres, des fortunes, des naturels, des îles et nous ont fait esclaves. La plupart de ces maîtres barbares nous traitent avec une cruauté qui fait frémir la nature. Notre espèce, trop malheureuse, s'est habituée à ces châtiments. Ils se gardent bien de nous instruire. Si nos yeux venaient à s'ouvrir, nous aurions horreur de l'état où ils nous ont réduits et nous pourrions secouer un joug aussi cruel que honteux. Que nous sommes à plaindre. Peut-être, avant peu, notre sort va changer. Une morale douce et consolante a fait tomber en Europe le voile de l'erreur. Les hommes éclairés jettent sur nous des regards attendris. Nous leur devons le retour de cette précieuse liberté, le premier trésor de l'homme. Décret du 4 février 1794. La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Monsieur Philippe Dallier, vice-président du Sénat, puis Monsieur On va retrouver tout à l'heure le Premier ministre et également Monsieur Philippe Dallier, le vice-président du Sénat, pour leur discours. Ils devront d'abord, les deux hommes vont déposer une gerbe au pied de l'œuvre L'écrit. Une œuvre de 3,70 m avec 3 anneaux en bronze qui soudés entre eux et qui représentent une chaîne brisée. Voilà, on voit sur ces images cette statue, cette œuvre qui est maintenant de manière pérenne dans les jardins du Luxembourg. Le Premier ministre Édouard Philippe et Philippe Dallier qui représente donc ce matin Gérard Larcher. Dépôt de gerbe et minute de silence. Peut-être il va y avoir un autre mémorial.
Le Premier ministre accompagné de 2 élèves donc, qui déposent une gerbe au pied de l'œuvre. Et se retire pour effectuer donc une minute de silence. Les droits obtenus par les esclaves et les livres de couleur devenus citoyens sont remis en cause après le coup d'État de Napoléon Bonaparte de 1799. Ce dernier veut se débarrasser des officiers de couleur qui ont pris le pouvoir dans les colonies, comme Toussaint Louverture ou Louis Delgrès, officier républicain de l'armée, natif de la Martinique, qui décide de lutter contre l'expédition chargée de détruire l'héritage de la Première République. La défaite de Delgrès entraîne le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, puis en Guyane. Elle entraîne aussi la déchéance de la citoyenneté de tous les hommes de couleur. C'est à la suite d'une autre révolution du peuple de Paris que l'esclavage est aboli une deuxième fois dans les colonies françaises en 1848. Les révoltes vont accélérer l'application de cette mesure, notamment celle du 22 mai par les esclaves de la Martinique. Nous écouterons d'abord un extrait de la proclamation de Louis Delgrès, affichée en Guadeloupe dans les rues de Basse-Terre, il y a exactement 216 ans, le 10 mai 1802, puis des extraits des décrets d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Proclamation de Louis Delgrès du 10 mai 1802. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses valeurs. Victime de quelques individus altérés de sang qui ont osé tromper le gouvernement français, une foule de citoyens, toujours fidèles à la patrie, se voit enveloppée dans une proscription méditée par l'auteur de tous ces mots. Quels sont les coups d'autorité dont on nous menace ? Veut-on diriger contre nous les baïonnettes de ces braves militaires dont nous aimions à calculer le moment de l'arrivée et qui naguère ne les dirigeaient que contre les ennemis de la République ? Ah, plutôt, si nous en croyons les coups d'autorité déjà frappés à Pointe-à-Pitre, le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien, nous choisissons de mourir plus promptement. Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont surpassées aujourd'hui. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave, et tout nous annonce que dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes malheureusement trop puissants par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent, qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace, la résistance à l'oppression est un droit naturel. Nous vous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés et d'employer tous nos moyens à les faire respecter par tous. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, 27 avril 1848. Ministère de la Marine et des Colonies, Direction des Colonies, République française, liberté, égalité, fraternité. Au nom du peuple français,
le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain liberté, égalité, fraternité, considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables des sortes. Décrète. Article 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits. Instruction du gouvernement provisoire pour les élections dans les colonies du 27 avril 1848. Premièrement, le nombre de représentants du peuple à l'Assemblée nationale sera de 3 pour la Martinique, 3 pour la Guadeloupe, 1 pour la Guyane, 3 pour l'île de la Réunion, 1 pour le Sénégal et dépendance, 1 pour les établissements français de l'Inde. Deuxièmement, les élections auront lieu dans le plus bref délai possible après la libération générale des esclaves devenus citoyens français. Monsieur Philippe Dallier, vice-président du Sénat, va prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, de ne pas pouvoir vous accueillir ce matin à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, comme il le fait habituellement chaque 10 mai. Croyez bien qu'il le regrette sincèrement, car il est très attaché à cette cérémonie pleine de symboles et porteuse de valeurs qui se déroule dans le Jardin du Luxembourg. Je voudrais également saluer tout particulièrement, à travers vous, Monsieur le Président, les membres du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et leur dire toute l'estime du Sénat pour la richesse des travaux et des actions qu'ils conduisent sur l'ensemble du territoire national. Les prix de la flamme de l'égalité, qui seront remis dans quelques instants à des écoliers, collégiens et lycéens, en attestent pleinement. Vous contribuez ainsi à la construction d'une mémoire collective vivante autour de ce passé douloureux. Ce jour de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions est un moment essentiel afin que chacun conserve à l'esprit toute l'horreur de l'esclavage, l'enfer et le martyre qu'ont connu des millions d'hommes, de femmes déracinés au nom du profit et d'un préjugé racial au mépris de l'humain. Crime contre l'humain, pour reprendre la formule de Daniel Maragne, essayiste guadeloupéen. Crime bien organisé, légalisé et codifié, autorisant des pratiques inhumaines. Dès lors que la vie devenait une marchandise, n'oublions pas qu'avec le Code noir, l'esclave était considéré comme un bien meuble, le sentiment de fraternité disparaissait et tout était permis. Ce jour de commémoration doit également être l'occasion de rappeler à chacun, comme l'affirme avec force l'un des combattants les plus virulents pour l'abolition de l'esclavage, Victor Schœlcher, que la République n'entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle n'exclut personne de son immortelle devise « Liberté, égalité, fraternité ». C'est d'ailleurs au nom de ces valeurs véhiculées par la Révolution française que les esclaves se sont soulevés. Ce fut leur combat contre la servitude et pour la dignité dans l'égalité. Souvenons-nous de Toussaint Louverture, qui créa les conditions de l'indépendance d'Haïti en 1804, donnant par là même une grande leçon de dignité à ceux qui voulaient voir l'infériorité de l'esclave noir. Mais en ce 10 mai, je ne peux m'empêcher d'évoquer le 10 mai 1802 et la proclamation de Louis Delgrès placardée dans les rues de Basse-Terre. Proclamation par laquelle
Cet officier de l'armée républicaine, encerclé par les troupes consulaires du général Richepanse, affirmait « La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. » Louis Delgrès et ses 300 compagnons, pour qui cette déclaration était le dernier cri de l'innocence et du désespoir, préférèrent mourir libres plutôt que de redevenir esclaves. À travers ces exemples, il s'agit aussi de rendre hommage à tous les esclaves marrons épris de liberté, comme la mulâtresse Solitude, qui, au péril même de leur vie, ont fui les plantations. Ces personnages au destin tragique, ainsi que tous ceux qui ont souffert et dont nous ne connaissons pas les noms, font partie de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. En écho à ces souffrances, quelques personnalités se dressent dans l'Hexagone dès l'Ancien Régime, comme l'abbé Grégoire, Olympe de Gouges, mais surtout lors de la Première République. C'est en effet en 1794 que l'esclavage est aboli, avant que le consulat en 1802 le rétablisse, pour qu'il soit définitivement aboli avec la Seconde République le 27 avril 1848. Les silences sur l'esclavage ont trop longtemps pesé sur ses victimes, bien sûr, mais également sur leurs descendants. Ces événements tragiques ont été trop longtemps occultés. Cette plaie est encore vive. Aimé Césaire, dont nous venons de célébrer le 10e anniversaire de la disparition, en a évoqué la trace indélébile. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. Aussi, le président Chirac, en souhaitant instaurer cette journée d'hommage solennel de la nation, a voulu nous obliger à regarder notre passé en face, à assumer toute notre histoire et à partager ensemble la mémoire de l'esclavage. C'est, disait-il, l'une des clés de notre cohésion nationale, une force supplémentaire pour bâtir notre avenir et une marque de notre capacité à avancer ensemble. Cette célébration ne doit en effet pas être uniquement un rappel historique d'un passé douloureux qui a laissé des blessures profondes à l'échelle de plusieurs continents. Elle doit nous inciter à être vigilants dans notre lutte contre les discriminations et contre l'asservissement qui existe toujours et qui frappe malheureusement des millions d'hommes, de femmes, d'enfants à travers le monde. Cette persistance de nombreuses formes contemporaines de servitude et d'exploitation nous est rappelée par l'exposition organisée par le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et que nous avons pu découvrir il y a quelques instants. 170 ans après le décret du 27 avril 1848, abolissant définitivement l'esclavage en France, cette exposition nous alerte par son titre même, en finir avec les traites, en finir avec l'esclavage. Le combat pour la liberté n'est jamais achevé. Il demeure, et l'engagement de l'abbé Grégoire, de Victor Schœlcher, de Gaston Monerville doit nous guider. J'ai toujours pensé que nous ne sommes dignes de la liberté que nous savons la procurer aux autres, déclarait Gaston Monerville, lui qui rappelait sans relâche qu'il descendait d'esclaves affranchis. C'est ensemble que nous devons poursuivre sans jamais faillir ce combat pour la liberté et contre l'indifférence. Pour cela, à nous de faire vivre nos valeurs républicaines parce qu'elles fondent notre combat pour le respect des droits de l'homme et donnent à la France cette place si particulière au sein des grandes nations. Je vous remercie. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, va prendre la parole. Monsieur le vice-président du Sénat, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre, président du groupement d'intérêt public Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, monsieur le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage,
Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers élèves, liberté, création continue. Ces mots dans leur ambitieuse poésie ne sont ni d'Éluard, ni de Césaire. Ils ne sont pas non plus de Flaubert dans le constat qu'il dresse d'une accessoire ou tragique infinitude. Ils sont le titre d'un discours que prononce il y a 70 ans un homme exceptionnel. Un homme noir, né à Cayenne à la fin du XIXe siècle, étudiant boursier à Toulouse, brillant avocat à Paris, député de la Guyane, résistant au maquis. Cet enfant de Cayenne, petit-fils d'esclave, il se hisse au sommet de la République et devient président du Sénat. C'est Gaston Monnerville. Il y a 70 ans, il commémorait la Révolution de 1848, qui ne fut pas une réplique inféconde de 1789, contrairement à certaines idées reçues, puisqu'il en jaillit, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, un geste fondateur, l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui que nous nous réunissons à quelques pas du Sénat, Gaston Monnerville reste une figure tutélaire qui nous rappelle que les libertés de tous les hommes et de toutes les femmes, les libérations de tous les peuples et sur tous les continents, furent et demeurent des créations continues que beaucoup payèrent de leur sang et de leur vie sans en voir l'aboutissement. Il y a donc un flambeau de la liberté que chaque génération doit se transmettre avec un soin très particulier. Et ce flambeau, c'est d'abord la mémoire qui l'entretient et qui le ranime. 25 mars, 27 avril, 10 mai, 22 mai, 23 mai, 27 mai, 10 juin, 23 août, 20 décembre. Ces dates sont toutes attachées au souvenir de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, mais aussi à la mémoire des victimes. Trop de dates? Non. Mais un archipel de dates et de mémoires parce que l'esclavage fut un phénomène à la fois local et mondial. Au XVIIIe siècle, il est le moteur de la mondialisation marchande en enrichissant des centaines de ports et en irriguant les terres environnantes. Il est un des facteurs de création de la richesse et il est, d'une certaine façon, quelque chose qui nous laisse une forme de dette. Cette dette, je la mesure avec d'autant plus de solennité que la journée du 10 mai, avant de la commémorer avec vous comme Premier ministre, je l'ai commémorée, comme beaucoup d'entre vous, en tant qu'élu local et en l'occurrence en tant que maire du Havre. Or, l'essor du Havre, comme celui de Nantes, Monsieur le Premier ministre, comme celui de Bordeaux, est étroitement lié au commerce avec les colonies, à la traite et à l'esclavage. En 1814, 12 ans après 1802, en 1814, les armateurs du Havre signent même une pétition pour défendre le maintien de la traite des Noirs, arguant qu'elle conditionne la prospérité des ports, des colonies, de la marine. À ce moment-là, les ancêtres de Gaston Monnerville sont peut-être passés par le Havre, à fond de cale. Le devoir de mémoire, il commence à une échelle communale, avec la lutte contre l'effacement ou la dilution des traces. Au Havre, chez moi, les bombardements de 1944 ont détruit les vestiges historiques de l'esclavage. Il nous a donc fallu inscrire la mémoire de cet esclavage dans le paysage urbain, dans le calendrier républicain et dans la conscience collective. C'est aussi le choix qui a été fait, de façon remarquable, à Bordeaux ou à Nantes. Dès lors, depuis quelques années, plusieurs dates de commémoration dessinent un chemin de mémoire qui retrace les ramifications des faits, des idéologies et des combats. Les commémorations ont été locales, avant d'être nationales ou internationales. Dans les 5 départements d'outre-mer, c'était des manifestations populaires, parfois enflammées, et finalement reconnues comme des jours fériés. Le 27 avril pour Mayotte, le 22 mai pour la Martinique, le 27 mai pour la Guadeloupe, le 10 juin pour la Guyane et le 20 décembre pour la Réunion. Les départements d'outre-mer nous ont ouvert ce chemin de mémoire pour mettre un terme à ce qu'Aimé Césaire nommait les bouches cousues, les mécanismes qui font, comme il disait, fonctionner l'oublioir.
D'autres dates sont devenues des dates nationales, le 10 mai et le 23 mai. Il y a 20 ans, le 23 mai 1998, avait lieu à Paris la grande marche qui contribua à réintégrer dans notre histoire nationale les traites négrières et l'esclavage pratiqués au sein des colonies françaises des Antilles, de Guyane et de l'océan Indien. L'année dernière, le 23 mai est devenu la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Enfin, d'autres dates sont des journées internationales comme la journée de l'ONU le 25 mars et celle de l'UNESCO le 23 août. Ce calendrier commémoratif ne vise pas à figer un souvenir traumatique, mais à activer un processus de mémoire, à la fois associatif et politique, populaire et universitaire. Aider à la réalisation des programmes de recherche, dans une logique de plus en plus interdisciplinaire et comparatiste, développer les connaissances et les faire partager, c'est l'une de nos obligations premières. Et je veux saluer l'action du Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. L'historiographie actualise en permanence les approches d'un phénomène qu'il faut bien entendu continuer à explorer. Plus largement, il faut entretenir la mémoire des blessures, mais aussi celle des résistances, ouvertes ou souterraines, car les esclaves ne se sont jamais résignés à leurs conditions. La mémoire des meurtrissures, elle est encore à vif. C'est la mémoire des corps et des destins brisés que le prix Nobel de littérature Toni Morrison décrit dans Un don, au moment d'une sinistre revue des esclaves. Je la cite. Des cicatrices, des blessures striaient leur peau comme des veines mal placées. Les yeux des femmes semblaient impossibles à choquer. Leur regard se portait au-delà du lieu et du moment, comme si elles n'étaient en fait pas là. Les corps mécanisés, les corps martyrisés, nous ne devons pas les oublier. Mais il faut aussi entretenir la mémoire des résistances, car le seul choix des esclaves a toujours été la liberté, que ce soit par la religion, par la musique, par la poésie ou par la lutte, laquelle n'était pas purement physique, mais d'abord morale, en ce qu'elle visait à préserver, au sein de la servitude, un espace au moins intérieur, minimal bien entendu, mais décisif, de liberté intellectuelle ou spirituelle. Avant de conquérir un droit à la reconnaissance politique, les esclaves ont inventé des modes d'expression, notamment musicaux, qui sont devenus universels. La résilience est d'abord passée par la créativité. Quant aux révoltes, aux actes de rébellion héroïques, ils étaient en vérité incessants, comme le montrent les travaux qui portent sur les figures de marrons, ces esclaves qui s'enfuyaient au péril de leur vie. Un des grands noms de cette résistance, vous l'avez évoqué, Monsieur le Vice-président, c'est celui de Louis Delgrès, qui lutta avec ses troupes contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. À la fin de sa célèbre déclaration du 10 mai 1802, il s'insurge que la Révolution française n'ait pas entraîné la liberté effective des esclaves. Ces mots résonnent encore à nos oreilles. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée de lever la voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Vous l'avez compris, c'est pour parachever les idéaux de la Révolution que Louis Delgrès défend l'abolition. La connaissance de ce chemin long et chaotique vers l'abolition, cette connaissance, c'est la plus sûre alliée de la reconnaissance. Elle doit commencer dès le plus jeune âge. Le travail pédagogique passe évidemment par l'école, mais aussi par les arts et les documentaires. Et je voudrais saluer la remarquable série en 4 épisodes, Les routes de l'esclavage, récemment diffusée par Arte. Dans quelques minutes, je remettrai les prix de la flamme de l'égalité. Des dizaines de classes du primaire et du secondaire ont réalisé, avec leurs professeurs, des projets portant sur ces mémoires qui nous rassemblent aujourd'hui, ces mémoires qu'il faut réconcilier, conjuguer. À travers ces travaux, ces élèves ont réfléchi au fait qu'une partie de l'humanité a longtemps considéré et traité une autre partie de l'humanité comme un bien meuble. Dès lors, gravé dans la pierre, la dignité de la personne humaine sera l'objectif du mémorial qui recensera les quelques 200 000 noms donnés aux esclaves des colonies françaises en 1848 et dans les années qui ont suivi. Le président de la République a souhaité que ce monument se dresse au jardin des Tuileries, où s'élevait jadis le bâtiment de la Convention qui a voté la première abolition, et d'où l'on voit l'hôtel de la Marine, où a été signée la deuxième. Ce mémorial
Ce mémorial inscrira dans le paysage de Paris un grand lieu de commémoration. Car pour l'instant, celui qui veut marcher dans les traces des abolitionnistes ne sait où aller. Il peut venir ici, bien entendu. Mais celui qui voulait retrouver les lieux où Paulette Nardal, la première étudiante noire de la Sorbonne qui inspira le courant littéraire de la négritude, celui qui chercherait des lieux où cette militante martiniquaise tenait salon avec Césaire, Damas et Sangor, cet assoiffé d'histoire, serait déboussolé. La tâche de la future fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui sera installée à l'hôtel de la Marine, est donc immense. Cher Jean-Marc Ayrault, vous qui en présidez le groupement d'intérêt public, vous saurez mener à bien cet ambitieux et nécessaire travail de mémoire utile à l'intérêt général. Mesdames et messieurs, à l'occasion des 170 ans du décret de la Seconde République, de la Deuxième République abolissant l'esclavage, le président de la République a rappelé que ces mémoires doivent être des mémoires en actes. Cela ne signifie pas seulement qu'il faut leur consacrer des lieux vivants de mémoire, comme le Mémorial Acte de Guadeloupe ou le futur mémorial aux Tuileries. Cela signifie que la liberté et l'égalité restent aujourd'hui des motifs de combat, car l'esclavage aliène encore, selon les organisations internationales, plus de 40 millions de personnes dans le monde. C'est le thème de l'exposition que le Comité national a montée cette année, en finir avec les traites, en finir avec l'esclavage. Cela signifie enfin qu'une mémoire en acte, c'est une mémoire consciente que l'abolition de l'esclavage n'a aboli ni les préventions sociales, ni les discriminations, ni le racisme. Il y a 3 ans, le 10 mai 2015, j'évoquais devant les collégiens du Havre un texte de Victor Hugo écrit en 1848. J'aimerais conclure en citant, pour les élèves qui m'ont écouté avec beaucoup de patience, ces lignes édifiantes qu'il a écrites en 1848. La proclamation de l'abolition de l'esclavage se fit à la Guadeloupe avec solennité. Le gouverneur de la colonie lut le décret de l'Assemblée du haut d'une estrade élevée au milieu de la place publique et entouré d'une foule immense. C'était par le plus beau soleil du monde. Au moment où le gouverneur proclamait l'égalité de la race blanche, de la race mulâtre et de la race noire, il n'y avait sur l'estrade que 3 hommes, représentant pour ainsi dire les 3 races. Un blanc, le gouverneur, un mulâtre qui lui tenait le parasol et un nègre qui lui portait son chapeau. La liberté, l'égalité et la fraternité étaient, restent et seront toujours des créations continues, perpétuellement recommencées, qu'il nous appartient de poursuivre sans relâche. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Premier ministre, donc nous allons procéder à la remise des prix du concours Flamme de l'égalité. Donc le Comité national de la mémoire et l'histoire de l'esclavage, aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Outre-mer, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et la DILCRA, ont créé depuis 2015 un concours qui s'appelle la Flamme de l'égalité. Donc le jury s'est réuni, il a eu beaucoup de mal à départager les nombreuses réalisations de qualité. Et du coup, il y a 2 réalisations qui ont obtenu non pas le prix, mais une mention spéciale du jury. Donc la première mention spéciale est attribuée aux élèves de 4e du collège Camille Claudel de Paris, dans le 13e arrondissement. Voilà les prix qui seront remis aux élèves à 3 classes ce matin. Le prix du concours Les Flammes de l'égalité. On devrait 3000 élèves ont pris part cette année à ce concours. Une centaine de classes en anglaise. En anglaise, vous pouvez nous en dire un petit mot de ce concours sur les concours des Flammes de l'égalité. 100 classes, un premier prix à chaque fois pour une classe du primaire, du collège et de lycée, et 2 mentions spéciales pour des classes qui se sont signalées par la qualité de leurs travaux, après des débats importants à l'intérieur du jury national. Voilà, on va peut-être écouter, puisque ces prix sont remis par le Premier ministre. Donc on commence par des mentions spéciales, si j'ai bien compris. On va retourner en direct des Jardins du Luxembourg. Et ce sont ces élèves
qui, tout à l'heure, ont déclamé les textes. Alors, j'invite Monsieur Claude Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Oh, mince, pardon. Mais c'est lui, c'est lui. Mais, désolé, excusez-moi. Que c'est lui. Veuillez m'excuser. Bon, alors là, j'espère ne pas me tromper. Et Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Procéder à la remise des prix de la Flamme de l'égalité avec Monsieur le Premier ministre. Donc le jury a sélectionné 3 lauréats, donc dans 3 catégories, école élémentaire, collège et lycée. Donc la Flamme de l'égalité de la catégorie école élémentaire est remise aux élèves de CM2 de l'Institut privé de l'Assomption de Colmar, dont j'invite les 4 représentants à revenir. Et cette Flamme de l'égalité dans la catégorie école élémentaire va être décernée par Madame la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. La Flamme de l'égalité pour la catégorie collège est attribuée aux élèves de la 4e du collège Raymond Gueux de Gy dans l'académie de Besançon. Ils sont récompensés pour leur histoire interactive intitulée « La révolte de la Pointe Coupée » en 1795. Ils vont recevoir leur prix de Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. La Flamme de l'égalité pour la catégorie lycée salue le projet des élèves de seconde, de première ES et de terminale L du lycée François Mauriac de Bordeaux pour une réalisation audiovisuelle qui s'intitule « Esclaves d'hier et migrants d'aujourd'hui ». Les diplômes sont remis par Monsieur le Premier ministre.
Voilà, alors dans 2 de ces projets... Voilà. Donc Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, et Édouard Philippe, donc le Premier ministre, et tous ces élèves qui ont travaillé. C'est durant une année le travail, il se fait sur l'année? C'est variable, mais je dirais que compte tenu en l'occurrence, à chaque fois, il y a la fourniture également d'une note d'intention en quelque sorte de l'enseignant ou des enseignants. Et effectivement, là, les projets, c'était des projets qui s'étendaient en tout cas sur plusieurs mois, du mois de septembre au mois de mars à peu près, date de la restitution du travail. Voilà. André Célestine. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée véritablement une dynamique parce que, effectivement, comme le calendrier est malgré tout un peu resserré, il arrive que des écoles n'aient pas le temps de se présenter pour le concours, mais en revanche, et ça c'est très en lien avec ce qui peut se passer au niveau local, décident malgré tout de faire un projet, comme ça il sera prêt pour le 10 mai, pour une exposition qui peut se faire dans un musée local ou avec la mairie, les archives municipales, etc. Et du coup, moi je trouve que ça crée quelque chose qui est extrêmement satisfaisant, et je pense que c'était vraiment la volonté au départ, quand le concours a été pensé, créé, notamment sous l'impulsion de Myriam Cottias, il y avait vraiment cette idée qu'il y ait une espèce de mobilisation par le bas qui permettent aux gens de s'approprier des histoires locales et de transmettre des choses aux élèves. Je trouve ce concours très enthousiasmant. Oui. Myriam Cottias, qui est l'ancienne présidente du comité, je le précise. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a véritablement, en tout cas, tout un tas de compétences en plus qui sont des compétences scolaires, hein, par ailleurs, outre les compétences et l'enracinement civique, hein, qui se mettent en place via ce concours, c'est-à-dire des compétences de lecture d'images, d'écriture, d'invention, d'esprit critique aussi. Et honnêtement aussi, dès qu'on touche à ces questions-là, on réfléchit aussi en termes de droits de l'homme, donc on réfléchit en termes de philosophie, on réfléchit en termes d'éthique, et je crois que véritablement, il y a une capacité de ces jeunes à s'approprier ces... Alors, un peu plus de 3000 élèves ont participé donc à ce concours. Il y a pourtant 12 millions d'élèves inscrits. Alors, pourquoi il y a si peu d'élèves qui participent au concours? Alors, j'y vois plusieurs explications. La première, c'est qu'effectivement, un concours, c'est quand même beaucoup d'engagement, c'est du temps de travail qui va se faire aussi hors du temps scolaire, sur le temps scolaire, et les enseignants sont pressés en permanence et obligés de finir les programmes. Donc il y a cette sorte de parallélisme, de travail parallèle à mener. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de concours scolaires, donc des concours scientifiques, des concours d'histoire, et notamment le concours national de la résistance et de la déportation, qui mobilise à peu près 40 000 élèves par an, ce qui est bien évidemment beaucoup plus important, mais qui a une histoire différente, plus longue aussi. Mais ces concours scolaires, je dirais, les enseignants, malgré tout, les utilisent pour une raison simple, c'est que ça permet de créer des dynamiques et de raccrocher notamment des élèves qui parfois se sentent un petit peu en marge du système, ne trouvent pas grand sens aux enseignements qu'ils reçoivent, alors que là, ils sont acteurs de leurs apprentissages. Et je crois que c'est une dimension très importante de ces concours scolaires. Alors après, quand ils ont la chance d'être primés, je dirais que, eh bien, c'est souvent un premier pas vers une réussite. Alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, disait tout à l'heure que l'enseignement de l'esclavage a une grande part dans l'histoire aujourd'hui. Quelle est la réalité des faits? L'esclavage est enseigné qu'en 4e aujourd'hui au collège? Alors, au collège, il est enseigné en 4e dans un temps qui n'est pas du tout ridicule. Hein. C'est en début du programme de 4e et on a le temps de travailler correctement. Je dirais qu'après, les choses varient, puisqu'au lycée, en fait, les secondes professionnelles qui ont un enseignement bivalent, lettres et histoire, travaillent sur l'esclavage et sur l'esclavage colonial et travaillent en lettres et en histoire. Pour ce qui est des élèves de seconde générale et des futurs élèves de la filière technologique, en revanche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus restreint. C'est encore une fois le dernier point du programme de seconde en histoire. Et ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur d'autres enseignements si on veut travailler de la sorte. Donc il y a des enseignements de langue vivante qui permettent de travailler notamment sur des textes difficiles, de Toni Morrison ou d'autres. Il y a des enseignements artistiques avec la musique, l'histoire des arts,
l'histoire, le théâtre qui permettent, ou la danse, qui peuvent permettre d'approcher également les réalités de l'esclavage. Il y a la littérature qui est mise à contribution avec cette langue magnifique d'Aimé Césaire, qui était au programme de terminale littéraire en spécialité il y a quelques années déjà. Et puis il y a également, je dirais, des enseignements d'exploration, mais ceux-là vont disparaître. Ça, nous le savons, du fait de la réduction des heures que nous a annoncé M. Blanquer dans le cadre de sa réforme du lycée. Donc on a, je dirais, des enseignements qui sont complémentaires, mais avec une grande difficulté pour nos élèves, c'est de ne pas compartimenter et de faire le lien entre ce qu'ils apprennent en histoire, ce qu'ils apprennent en français, ce qu'ils apprennent éventuellement en histoire des arts ou ce qu'ils reverront via la philosophie en terminale. Jean-Michel Blanquer parlait tout à l'heure à notre micro de la dimension pédagogique de cet enseignement. C'est là-dessus qu'il faut travailler ? Je dirais que par définition, nous cherchons, l'enseignement de l'esclavage, mais pas seulement, effectivement, a une visée pédagogique. C'est-à-dire, si on entend par pédagogie l'idée de mettre à la portée, faire réfléchir, permettre de s'approprier, trouver des outils pour, je dirais que toutes les questions sont des questions sensibles de celles qu'on étudie dans les établissements scolaires. Audrey Célestine, vous qui enseignez également, est-ce que cette histoire de l'esclavage, c'est un thème, un sujet difficile à enseigner ? Alors, moi j'enseigne particulièrement l'histoire politique des États-Unis, donc c'est assez central. En première année, on fait l'histoire de la Révolution américaine et du 19e, et en fait, c'est le... Voilà, tout s'explique d'une manière ou d'une autre par l'institution de l'esclavage. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire difficile à enseigner à partir du moment où on prend bien la mesure de... je discute beaucoup dans le cadre de formation avec des enseignants du secondaire sur justement parfois les tensions qu'il peut y avoir dans les classes, sur l'enseignement de cette histoire. Moi, je pense qu'il est important de en tout cas dans le cadre scolaire, je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais de dégénéalogiser cette histoire. C'est de l'histoire de France, c'est important, c'est essentiel parce que ça façonne complètement notre modernité, mais de façon centrale. Voilà, c'est pas quelque chose de périphérique qui s'est fait loin, c'est quelque chose de central. Et de dire, on n'est pas en train de vous enseigner l'histoire de vos ancêtres, on vous enseigne l'histoire de France. Après, par ailleurs, on peut avoir un engagement qui est un engagement mémoriel et qui a trait à le rattachement qu'on peut avoir d'un point de vue familial ou simplement parce qu'on vit dans un lieu qui est marqué dans l'espace par l'esclavage, que ce soit une ville portuaire, que ce soit les Antilles, etc. Mais dans le cadre scolaire, moi, il me semble, c'est une histoire qui est essentielle pour tout le monde. Si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, si on veut comprendre pourquoi il y a des gens qu'on appelle des blancs, des gens qu'on appelle des noirs, l'histoire de tout cela, il est essentiel de comprendre d'où tout cela vient, de comprendre que l'histoire du capitalisme est complètement entrelacée avec cette histoire de l'esclavage. Donc moi je trouve que c'est une histoire qui est tellement centrale qu'en fait elle n'est pas difficile à enseigner de ce point de vue-là. Et comment les élèves perçoivent justement cette histoire, Audrey Célestine ? Il y a effectivement ce pas à effectuer pour expliquer. Bon, moi je dis très souvent, sucre et coton, quand même deux choses un peu essentielles. On pourrait rajouter le café d'ailleurs. Café, alors en quatrième, ils sont un peu moins sensibles à ça, mais effectivement, leur dire, c'est quand même deux choses qui sont tout à fait essentielles, ce qu'on mange et la manière dont on s'habille. Et de prendre conscience de ce lien-là, qu'ils ne sont pas en train d'apprendre. Parce que c'est assez contre-intuitif quand je vous dis l'histoire de la construction, la fabrication de ce que c'est qu'un blanc, de ce que c'est qu'un noir. Pour les enfants, on est tellement façonné encore par ces catégories que c'est quelque chose un peu, je dis mais qu'est-ce qu'elle raconte ? On sait bien qui c'est, lui il est noir, moi je suis blanc, etc. Leur dire tout ça, c'est historiquement relativement récent et ça a une histoire, c'est construit, c'est façonné, mais ça les fascine. Et ils sont extrêmement intéressés par ça. Je crois qu'effectivement c'est essentiel pour sortir de cette approche les blancs, les noirs. Et à partir du moment où on replace ça dans cette histoire de ce capitalisme, quand on replace ça dans l'histoire du coton, de la plantation, excusez-moi, quand on reprend, pour reprendre la formule d'un historien qui disait c'est l'époque où l'esclave est marié à la canne à sucre, je crois que c'est vrai, véritablement c'est sur ce mariage-là, où je dirais ce trinôme, plantation, canne à sucre et esclave, que se fabrique cette catégorisation en blanc et en noir. On va aller tout de suite en direct dans les jardins du Luxembourg. Écoutez Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre. Et outre-mer, qui sont extrêmement nombreuses. Là, je suis personnellement à Paris, je pars aussitôt à Nantes, nous allons aussi commémorer, et avec énormément d'initiatives. Et ces initiatives sont très nombreuses. Il y a aussi la production de documentaires, de films, on parle de celui d'Arte, mais en région, il y a beaucoup d'initiatives dans le même sens. Je serai présent au festival Étonnant Voyageurs,
pour beaucoup d'échanges aussi. Donc, je dirais que ce 10 mai, cette année 2018, qui est une année symbolique avec les 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, montre une étape. C'est-à-dire que maintenant, cette histoire s'inscrit dans le commun de la nation française. Et c'est toute la mission de la fondation, la future fondation pour la mémoire de l'esclavage, que de transmettre cette histoire, de continuer à la rendre vivante pour nous rendre plus forts aujourd'hui, confrontés aux nouvelles questions qui se posent à nous de discrimination, de racisme et aussi d'esclavage contemporain. Édouard Philippe confirme la création d'un mémorial dans Paris. Alors ça a été dit par le président de la République le 27 avril dernier. Le Premier ministre vient de le confirmer à nouveau. En effet, il n'y a pas de mémorial à Paris. Il y en a un à Nantes, par exemple, qui était le premier mémorial en province. C'est un grand monument qui fait sens, mais la capitale de la France doit avoir un mémorial. Car c'est la France qui a décidé le commerce triangulaire, la traite qui a décidé l'esclavage, mais c'est aussi à Paris qu'à la Révolution de 1848, après la première abolition de 1794, qu'a aussi été aboli l'esclavage. Donc Paris, c'est le symbole. Et il faut que dans cette ville capitale, dans cette ville symbole, il y ait un mémorial, et j'espère que ça pourra se faire au minimum dans les 2 ans qui viennent. Vous parlez de mémorial, notamment aux élèves, il y a eu le prix là qui a été remis. Est-ce que la prochaine étape, c'est aussi dans les manuels scolaires? Absolument. La loi Taubira, la loi de 2001, demandait que cette histoire, cette part de notre histoire, soit dans les programmes scolaires. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. D'ailleurs, le concours La Flamme de la Liberté montre que beaucoup d'élèves participent de plus en plus nombreux à ce concours. C'est beaucoup enseigné à l'école primaire. Par contre, il faudrait prolonger dans les programmes scolaires, au collège, au lycée, à l'université. Je pense qu'en effet, c'est pour la France, que cette histoire soit connue, et pour les Français, ça serait une chance formidable, parce que ça nous rendrait à la fois plus lucides sur ce que nous sommes, d'où nous venons, et nous rendrait plus forts pour affronter toutes les questions de notre époque. Est-ce qu'il n'y a pas une... Voilà Jean-Marc Ayrault, qui est pressenti pour être le futur président de la future fondation dédiée à l'esclavage. On a vu Édouard Philippe, donc le Premier ministre qui a quitté les jardins du Luxembourg. Il a eu un discours assez important. Il s'est imprégné d'ailleurs de sa vie, de ce qu'il a vécu en tant que maire du Havre, François Durper. C'est un discours rassembleur. 2 choses très importantes dans ce discours. D'abord, il a dit trop de dates tue pas la date. Trop de dates, il l'a assumé. Il a eu une jolie expression, l'archipel des dates. Et pourquoi il y a cet archipel des dates? Précisément parce que c'est une histoire plurielle, mais c'est aussi un devoir de mémoire plurielle et qui s'enracine dans le local. Il a effectivement évoqué le fait qu'il était l'ancien maire du Havre et il a cité cette date de 1814, ce moment où les armateurs du Havre signaient cette pétition en disant mais si vous abolissez, c'est bien, le Havre va s'effondrer, le port du Havre. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance du capitalisme. Puis, deuxième chose très importante, c'est qu'il a rappelé que cette histoire, c'est aussi une histoire de résistance. Tout le monde a sans doute peut-être entendu les propos d'un rappeur américain, Kanye West, il y a quelques jours. Kanye West, tous les jeunes connaissent, et les moins jeunes aussi peut-être, et qui a dit, mais quand même, sur 4 siècles, ils n'ont pas résisté, c'est un choix sans doute, ce qui veut dire que l'imbécilité est partagée dans toutes les communautés. Et il a répondu là, Édouard Philippe. Vous êtes très bon traducteur de Kanye West. Et il a dit, Édouard Philippe, mais c'est une histoire de résistance. Histoire de résistance, défaite glorieuse que celle de Louis Delgrès, qui meurt pour résister à ce rétablissement de l'esclavage, et victoire glorieuse, la bataille de Vertières, les Haïtiens, 1805, qui battent la grande armée napoléonienne. Ça a été effacé des manuels scolaires. Nous, on a appris à l'école, notre génération, moi j'ai appris ça, que le premier peuple non blanc, on ne savait pas pourquoi d'ailleurs, le premier peuple non blanc à battre un peuple blanc, c'était les Japonais et les Russes. On a appris cette histoire-là. Alors que et puis on a appris que Napoléon, la grande défaite, il a fallu toute l'Europe pour battre Napoléon. Non, les Haïtiens, 1805, et ça, c'est évidemment à réinscrire dans les manuels scolaires. Parce que si effectivement c'est une histoire qui doit être scientifique, finalement, en faisant une histoire scientifique, on fait une histoire à la fois juste sur le plan de la justesse, mais aussi sur le plan de la justice. On rend justice à ces descendants qui ont combattu
ce système d'abolition et d'inégalité. Fabrice Almeida, avant de vous entendre sur ce discours d'Édouard Philippe, on va retourner dans les jardins du Luxembourg, puisqu'il y a quelques minutes, William Cromwell était en compagnie de Christiane Taubira. Madame Taubira, une cérémonie du 10 mai sans président de la République, avec son Premier ministre, c'est bon, c'est pas bon ? Je ne crois pas qu'il y ait intérêt de ma part, en tout cas, à apprécier qualitativement ce que cela représente. Ça n'est pas sans précédent. J'avais été critique lorsque M. Sarkozy avait estimé qu'il pouvait s'en affranchir et qu'il avait délocalisé la cérémonie à Bordeaux, la ville qui a le plus de difficultés à faire face à cette mémoire. Mais peut-être aussi que c'était un signe pour inviter cette ville à faire des efforts et simplement à accepter l'histoire et les conséquences de l'histoire. Nous verrons comment les choses se déroulent. Effectivement, on peut s'interroger sur le fait que le président ait été au Panthéon avec raison saluer la mémoire des grands abolitionnistes et que ce soit le Premier ministre qui préside à cette cérémonie. Nous verrons comment vont les choses. Je pense qu'il faut prendre acte du fait. Et puis, il faut aussi s'en affranchir, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est l'histoire mondiale, c'est une histoire transcontinentale, c'est une histoire qui a des traces extrêmement fortes, puissantes, y compris encore aujourd'hui en Europe. Et c'est cette histoire que nous devons faire vivre pour comprendre l'état du monde, pour comprendre aussi à partir de quelle éthique nous définissons nos propres luttes, nos propres combats, et pour être fiers des héritages que nous avons reçus de cette histoire d'une extrême violence, mais d'une très grande beauté aussi. Merci beaucoup. Voilà William Cromwell qui a eu il y a quelques minutes Christiane Taubira, donc celle qui a... Et on retrouve tout de suite dans les jardins du Luxembourg. William Cromwell, vous êtes avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Voilà, Annick Girardin qui vient de remettre les prix de la flamme de l'égalité. C'est important donc de transmettre ce flambeau pour que la France garde sa cohérence. Oui, mémoire de la traite, mémoire de l'esclavage, mémoire de l'abolition. Ce chemin de mémoire qu'on parcourt chaque année et sur plusieurs rendez-vous, plusieurs dates. Je crois que c'est important bien sûr d'avoir ces actes de mémoire. Mais c'est aussi important d'en parler avec les jeunes, que ça devienne des actes pédagogiques pour permettre d'avancer également. Et ça, c'est extrêmement important pour les jeunes qui sont ici, mais pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. Mieux connaître son passé, mieux se l'approprier, mieux s'en souvenir pour mieux avancer. Pour être mieux installé dans son présent. Mieux installé dans son présent, moi j'en suis persuadée. Et puis être fier de ces combats, fier des résultats qui ont été portés par les ancêtres d'un certain nombre de gens qui sont ici présents. C'est aussi quelque chose qui est important. On parle souvent, vous savez, des victimes de l'esclavage, mais il y a aussi ceux qui ont porté des combats, les combattants contre l'esclavage. Et aujourd'hui, c'est à eux dont il faut penser. Et ça doit aussi inspirer cette jeunesse qui a besoin d'avancer dans tous les territoires d'outre-mer. Bientôt, on rendra hommage aux combattants de l'abolition comme on rend hommage aux résistants. Eh bien, moi, je le souhaite. Et ce sera extrêmement important. Et c'est déjà ce qu'on commence à faire. Merci beaucoup. Allô. Voilà, on vient d'entendre la ministre des Outre-mer, Édouard Philippe, qui, on le disait, a quitté le jardin du Luxembourg il y a quelques minutes, qui a donc prononcé un discours d'une vingtaine de minutes. Qu'en avez-vous pensé, Fabrice Almeida ? Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ça manifeste une transformation, j'allais dire, de travail sur cette cérémonie. Il y a eu tout un moment où, pendant cette cérémonie, l'objectif, c'était bien de clouter dans l'esprit des Français, d'imprégner dans l'esprit des Français l'idée du crime contre l'humanité. C'était ça qui était crucial. Et là, on voit qu'on est en train de passer à autre chose. Et c'est vrai aussi pour le comité dans son travail. On voit qu'on est en train de passer. C'est plus une question identitaire. C'est plus la reconnaissance d'un crime. C'est plus cette question de la victimisation. C'est la question des principes. Et là, Édouard Philippe a été très intéressant en rappelant le texte de Victor Hugo, en montrant comment cette question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ce sont des valeurs dont on peut parler comme ça, mais qu'il faut mettre en acte. Et précisément, la journée que nous vivons aujourd'hui, du 10 mai, cette commémoration à la fois de l'abolition de l'esclavage, mais aussi de la reconnaissance de ceux qui ont lutté pour cette commémoration, eh bien, elle est une des pierres qui permet de faire évoluer ça. Et il l'a resitué quand même dans un mouvement international. Il a rappelé la journée de commémoration de l'ONU, le 25 mars, celle de l'UNESCO. Et donc, il montre à quel point cette question de l'esclavage, elle n'est pas seulement une petite identité, comme souvent certains essayent de la caricaturer, mais elle est bien un problème global de l'humanité et donc une question de principe. Et justement, je vous propose de réentendre le Premier ministre Édouard Philippe sur l'importance du devoir de mémoire. On l'écoute. Le devoir de mémoire, il commence à une échelle communale, avec la lutte contre l'effacement ou la dilution des traces.
Au Havre, chez moi, les bombardements de 1944 ont détruit les vestiges historiques de l'esclavage. Il nous a donc fallu inscrire la mémoire de cet esclavage dans le paysage urbain, dans le calendrier républicain et dans la conscience collective. C'est aussi le choix qui a été fait de façon remarquable à Bordeaux ou à Nantes. Voilà, nous essaierons de retourner dans un instant dans les jardins du Luxembourg, retrouver William Cromwell, peut-être avec une déclaration de la ministre des Sports. Oui, il est avec la ministre des Sports maintenant. Laura Flessel, William Cromwell. Oui, je suis donc avec Laura Flessel, la ministre des Sports, qui a suivi avec attention le discours du Premier ministre, qui insistait sur l'hommage à rendre aux combattants pour l'abolition de l'esclavage. Il y a des lumières aussi sur cette lutte. Aujourd'hui, c'est une journée nationale où il y a ce devoir de mémoire. Le Premier ministre a fait un très beau discours appelant à l'égalité, à la liberté, à la fraternité. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes tous réunis et on ne gagnera qu'en étant collectif. Donc c'est une piqûre de rappel qu'on doit avoir au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut en fait accepter la singularité de l'autre, il faut lutter contre toutes les formes de discrimination, lutter encore. Aujourd'hui, il y a de l'esclavage dans le monde, c'est lutter ensemble de manière nationale et internationale pour justement arrêter et que nous soyons tous libres. Une chose soulignée aussi par le Premier ministre, c'est que la France, en abolissant, en libérant les esclaves, leur accordait la citoyenneté. Et c'est le seul pays à l'avoir fait dans tous les pays qui ont aboli l'esclavage. Donc continuer à travailler pour justement insuffler cette dynamique encore aujourd'hui. Il est inconcevable de pouvoir se dire que nous ne sommes pas tous libres. Et aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont sous forme d'esclavage. Donc du coup, il faut absolument qu'on continue à travailler en ce sens. Et le travail de mémoire, comment vous le faites, vous, au niveau du ministère des Sports ? Je dirais que le devoir de mémoire, c'est un devoir au quotidien, en parlant. On a parlé d'éducation, de refus du déni. Et donc, du coup, à travers, je dirais, les pratiques, à travers la valorisation de la pratique en Outre-mer, on incite justement les langues à parler. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup William pour cette réaction de la ministre des Sports. On entendait cet extrait d'Édouard Philippe il y a quelques instants à Anglès sur cette importance du devoir de mémoire et surtout sur le fait que les commémorations ont d'abord été locales avant de prendre une dimension nationale. Effectivement, réinscrire ces commémorations dans l'espace local, c'est une nécessité, c'est sans doute le meilleur moyen de s'en affranchir, mais Édouard Philippe a bien posé la question de ces traces et de leur effacement. Alors c'est là que les historiens peuvent intervenir pour les réintroduire, mais les artistes peuvent également le faire. Et il me semble que réintroduire ces traces en termes de lieux de mémoire, je pense qu'on pourrait s'inspirer quand même de ce qui a été fait en Allemagne sur d'autres thèmes. On a des pierres à trébucher un petit peu partout, qui inscrivent des noms dans l'espace urbain et qui tissent comme ça des routes à travers l'Europe, des routes de l'extermination. On a des monuments qui renvoient à la question de l'invisibilité d'une mémoire, d'une histoire qui a été enfouie très profondément avec, par exemple, le monument de Schoengertz, par exemple, à Hambourg ou ailleurs. Et il me semble que ça serait intéressant qu'on ait le même genre d'ancrage dans nos territoires, c'est-à-dire une véritable mémoire qui tisse comme ça des routes et qui réintroduirait des noms. Et ça peut pas être dans 3 villes. Et ça me semble essentiel. Il faut faire de l'histoire, mais de l'histoire locale et réintroduire des lieux, des signaux dans le paysage urbain. Et ça paraît central. En parlant de noms, en parlant de statues, il y a une statue qui fait polémique, c'est celle de Colbert, notamment devant l'Assemblée nationale. Certains demandent à ce que cette statue soit déboulonnée. Faut-il donc effacer, l'enlever ? Par exemple, Audrey Célestine ? C'est vraiment une question délicate et qui se pose pour le coup pas uniquement en France, qui se pose également aux États-Unis. Alors en Martinique, c'est l'historien Laurent Dubois qui le rappelle. En Martinique, les choses ont été réglées d'une manière très particulière. C'est qu'il y avait la statue de Joséphine qui trônait sur la place de la Savane à Fort-de-France et puis elle a été décapitée. Un artiste contemporain a mis une espèce de casque en fer, ce qui fait qu'elle était encore là. Et en même temps, à un moment, sa présence devient insupportable dans l'espace public. Alors les artistes du moment en font quelque chose. Il y a de la peinture rouge et ça reste. Et effectivement, se dire que des signes du passé
Les retirer simplement, c'est... Bon, bah, du coup, alors, ils ne sont plus là, ils sont invisibles. Non, mais en faire ce qu'aujourd'hui, on estime juste parce que la laisser immaculée est inconcevable. En revanche, lui mettre du rouge, se la réapproprier dans l'air du temps, ça c'est quelque chose qui est acceptable, me semble être une solution... si on veut une solution plus sage ou plus institutionnelle, on peut aussi mettre une plaque. Ça veut dire qu'on met à distance la statue. La statue peut rester, mais avec une plaque qui la met en distance en disant... On rappelle peut-être qui était Colbert, pour ceux qui le connaissent pas. notamment le code Colbert qui légifère l'esclavage. Et donc le fait de ne pas avoir cette statue dont tu parles immaculée, c'est-à-dire brute, c'est quand même évidemment... On va tout de suite retourner en direct des Jardins du Luxembourg avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer avec nous. Donc, monsieur le ministre, il faut parler de l'abolition de l'esclavage pour raconter ces luttes, pour mieux savourer la liberté aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Derrière toute connaissance, il y a un enjeu de valeur. Quand on apprend l'histoire de l'esclavage, on apprend aussi les valeurs de la liberté, tout simplement. Et donc, nous savons bien que c'est un sujet historique qui, d'ailleurs, plonge ses racines très profondément dans l'histoire. L'histoire de l'humanité est faite d'une histoire d'esclavage aussi, et c'est important que nos élèves la connaissent, cette histoire de l'esclavage. Et qu'au travers de cette connaissance, qu'ils aient aussi une conscience des valeurs qu'il y a derrière la lutte contre l'esclavage, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, bien sûr, et conscience aussi du fait que l'esclavage, c'est encore une réalité aujourd'hui. Nous l'avons vu ces derniers temps en Libye, on peut le voir dans d'autres parties du monde, et c'est évidemment quelque chose que nous devons savoir et dont nous devons avoir conscience. Le discours du Premier ministre, vous l'avez apprécié ? Oui, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement ? L'importance du travail de mémoire et du travail local aussi, puisque cette histoire de l'esclavage est une histoire locale très souvent. C'est une histoire internationale aussi. Et c'est une histoire qui doit relier. Nous devons être tournés vers le futur. Parler de l'esclavage n'est pas simplement une question de mémoire et de commémoration, c'est aussi une question de projection dans un futur de liberté. Et pour ça, il faut aussi avoir des connaissances précises sur les choses. C'est pour cela que l'histoire et la géographie sont si importantes et c'est une discipline si essentielle pour nos élèves. Il faut dépasser la culpabilité. Oui, la question de la culpabilité doit être dépassée, bien par définition. C'est pas ce que nos ancêtres ont fait, c'est pas ce que nous faisons. Et puis il faut savoir mettre les choses dans les contextes historiques. La question n'est pas celle de la culpabilité, elle est celle de la conscience. C'est tout à fait autre chose. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel beaucoup. Blanquer, ministre de l'Éducation. Merci William pour cette réaction en direct des Jardins du Luxembourg. On va revenir sur le discours du Premier ministre Édouard Philippe. Le Premier ministre qui a parlé de résistance et qui a également appelé à entretenir cette mémoire des résistances. On l'écoute. Il faut entretenir la mémoire des blessures, mais aussi celle des résistances, ouvertes ou souterraines, car les esclaves ne se sont jamais résignés à leurs conditions. La mémoire des meurtrissures, elle est encore à vif. C'est la mémoire des corps et des destins brisés que le prix Nobel de littérature Toni Morrison décrit dans Un don au moment d'une sinistre revue des esclaves. Je la cite. Des cicatrices, des blessures striaient leur peau comme des veines mal placées. Les yeux des femmes semblaient impossibles à choquer. Leurs regards se portaient au-delà du lieu et du moment, comme si elles n'étaient en fait pas là. Audrey Célestine, c'était important ça aussi de signaler, d'appeler à entretenir cette mémoire des résistances. Je pense que c'est essentiel. Déjà, l'histoire des résistances, déjà d'apprendre que ce n'est pas 400 ans d'un long fleuve tranquille, mais que c'est une histoire qui est à la fois marquée par une violence extrême et par des mouvements, des formes de résistance, d'empoisonnement, de sabotage, etc. Enfin, je pense que ça, c'est essentiel et ça permet de comprendre parce qu'effectivement, un peu comme Kanye West, des gamins peuvent se demander, mais quand même, pourquoi est-ce ils avaient des coups de là, pourquoi est-ce qu'ils ne se révoltent pas ? Mais si, ils se révoltent un peu tout le temps, de diverses manières. Donc oui, je pense que cette histoire et cette mémoire des résistances, elle est essentielle à entretenir.
Anne Anglès. Oui, puis je pense que ça rejoint aussi la formule de l'idée que la liberté, c'est une création continue. C'est-à-dire, c'est un combat et effectivement, ce sont des siècles de combats et qui peuvent être traduits, qui peuvent se traduire par des révoltes, mais aussi par une maigre productivité, par des résistances, des refus intérieurs, par éventuellement une éducation. C'est des formes culturelles qui sont essentielles à transmettre. Et je pense que c'est important de transmettre ça. Enfin, Kenny West, il est la preuve que l'histoire, elle est absolument indispensable. Alors, François Durper, que retiendrez-vous de cette journée nationale de l'abolition, qui commémore l'abolition de l'esclavage? Que progressivement, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans une histoire nationale, on est dans l'histoire du monde, que nous sommes tous les héritiers de ce système d'inégalité mis en place au cours des siècles, et qu'aujourd'hui, c'est pas, on le voit au Sénégal, on le voit aux États-Unis, on le voit aux Antilles, chacun commémore cette histoire commune qui a produit aujourd'hui une mondialisation qui est une mondialisation inégale. Et cher Anta Diop le disait, il disait mais si on ne regarde pas ensemble ce passé, eh bien, on ne pourra pas se projeter ensemble sur le présent et l'avenir. Fabrice Almeida, il nous reste 20 secondes. Que retiendrez-vous? En moins de 20 secondes, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a parlé d'école, mais pas seulement d'école. On a aussi parlé de documentaires, on a aussi parlé de films et d'initiatives locales. Et au fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est l'ensemble de la société qui prenne en compte cette question de l'esclavage, et parce que sa face, son autre face, c'est celle de nos libertés. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci également à William Cromwell qui était dans les jardins du Luxembourg pour recueillir les réactions politiques. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de Public Sénat, François et TV5 Monde. Et merci à vous, Karine. Merci également à la première qui a retransmis donc cette émission sur leur site. Merci, très bonne journée à tous. Demain, dans Territoire d'Info, Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine, sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, présenté par Cyril Villiers, demain à 8h, en direct sur Public Sénat.